Bienvenue sur La nymphe et la sorcière, le podcast où les expertes d'aujourd'hui racontent les héroïnes d'hier. Pour moi, Hélène de Troie, ou Hélène de Sparte, a toujours été la femme magnifique qu'on convoite, qui déclenche une guerre sans faire exprès et qui s'en sort sans vraiment agir. Un joli trophée qu'on déplace à travers la Méditerranée, une sorte de statue de marbre à la beauté parfaite et passive qui, si on doit lui attribuer une personnalité, est probablement superficielle et insipide. Enfin bref, pour une belle femme, ce n'était pas joli. Pourtant, Hélène de Troie est tellement plus que ça. Et, même si je le pense à chaque fois, l'épisode que vous vous apprêtez à écouter compte parmi mes préférés de ce podcast, parce que cette conversation a tellement nuancé, approfondi et complexifié l'image que j'avais de la figure choisie. Hélène, c'est la femme qui, quand les autres femmes sont dans leur chambre ou dans leur quartier, se tient, elle, sur les remparts de Troie pour lister les généraux grecs qu'elle aperçoit sur le champ de bataille. Hélène, c'est la femme qui dit non à Aphrodite, qui dit arrête de pleurer à Paris et qui dit nous entrons dans l'éternité à Hector. Hélène, c'est aussi celle qui est trop, comme Achille qui du côté grec est trop fort, trop colérique. Hélène est celle qui du côté troyen est trop belle, trop ambiguë, trop compliquée. Hélène, c'est surtout une voix qui participe à la construction de sa propre légende. Pour discuter d'Hélène, j'ai invité Anaïs Tillier. Docteur associée en lettres et arts à l'université Grenoble-Alpes, Anaïs a rédigé sa thèse sur les adaptations des épopées antiques sur les scènes théâtrales françaises du XXIe siècle. Elle s'est plus particulièrement spécialisée dans les réécritures et les adaptations des personnages féminins de l'Iliade et de l'Odyssée, au croisement de l'Antiquité, de la dramaturgie et des gender studies. Ensemble, nous avons donc parlé d'Hélène de Troie. Nous avons parlé de Zeus, de Castor et de Pollux, d'Aphrodite et de la pomme d'or, de l'Iliade et de l'Odyssée, du serment des princes, du mariage à Ménélas, de 10 ans de siège dans les murs de Troie. Nous avons aussi parlé de séries, de cinéma, de Brad Pitt et d'Orlando Bloom, de Barbie, de Marilyn Monroe, de Netflix et de Playboy. Surtout, nous avons parlé de femmes trophées, silenciées, dénudées, objectifiées, érotisées. Nous avons parlé de déclencher la guerre de Troie versus être un pion des hommes et des dieux, de male gaze au cinéma et d'une culpabilité féminine qui arrange bien tout le monde. Pour tout ça, et plus encore, je vous invite à rejoindre ma conversation avec Anaïs au sujet d'Hélène de Troie. Bonjour Anaïs. Bonjour. Bienvenue dans La nymphe et la sorcière. On est ici pour parler d'Hélène, Hélène de Troie ou Hélène de Sparte. Alors en quelques mots, est-ce que avant d'évoquer sa naissance, sa famille, etc., est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots qui est Hélène pour ceux qui l'auraient oublié ? Alors Hélène, c'est la plus belle des mortelles, la plus belle femme du monde à son époque. Et donc qui dit grande beauté dit désir, conquête, violence, et donc elle a une histoire qui est marquée par la violence des hommes, et elle finalement, elle est un petit peu cette chose muette au milieu, que tout le monde va se déchirer, les Grecs, les Troyens, les Grecs entre eux, et donc elle a une vie qui est marquée comme ça, par l'envie et le regard des hommes. Super, c'est un très bon teaser. Alors on va commencer donc au début de sa vie pour essayer de reconstituer un peu sa vie selon les mythes évidemment. De quelle famille, de quel milieu, de quels parents vient Hélène à l'origine ? Alors Hélène, elle est d'ascendance divine. Enfin, elle a une ascendance divine, donc son père c'est Zeus. Sacré père déjà. Voilà, donc ça commence bien. Elle est reine, elle est née princesse, elle est aussi fille de roi. Donc alors en fait, sa naissance est un petit peu compliquée. Donc, elle est née d'une des multiples amours de Zeus. Donc, on parle des amours de Zeus quand Zeus descend sur Terre, se métamorphose et a une relation avec une humaine, consentie ou pas. Dans le cas de la mère d'Hélène, donc Léda, a priori pas consentie. Donc, Zeus s'est transformé en cygne. La reine Léda, donc reine de Sparte, est allée se baigner et s'est endormie contre un cygne qui était donc Zeus. Suite à ça, Léda a pondu 2 œufs. Et elle a eu 4 enfants. Donc, dans un œuf, Hélène et Castor. Donc, les enfants qu'elle a eus avec Zeus. Et dans l'autre œuf, Clytemnestre et Pollux. Les 2 enfants qu'elle a eus avec Pindare,
le roi de Sparte, son mari. Donc 4 enfants nés en même temps, de 2 pères différents, qui vont tous avoir un destin tragique et qui vont tous avoir leur propre mythe ensuite. Donc, Castor et Pollux, on les appelle souvent les jumeaux, et c'est ceux qui ont donné le signe astrologique des Gémeaux. Voilà, donc ils ont leur histoire de leur côté. Et Clytemnestre également, sœur d'Hélène, également aussi une histoire tragique et évoquée également dans les textes homériques. C'est ça, c'est ça, parce que Clytemnestre va ensuite donc se marier à Agamemnon, et Hélène à son frère Ménélas. Donc elles sont sœurs et belles-sœurs. Donc après cette naissance divine, Hélène est donc la fille d'une femme mortelle et donc de Zeus. C'est ça. Et donc elle grandit comme princesse à la cour de Sparte. Oui. Elle est très très belle dès son enfance. Et quand elle est encore trop jeune pour le mariage, donc quand c'est vraiment une enfant, parce qu'à partir de 13-14 ans, le mariage est possible. Donc quand elle est encore enfant, elle est si belle que elle est enlevée par le héros Thésée. Thésée, le héros qui intervient dans le mythe d'Ariane. C'est Thésée qui vainc le Minotaure. C'est ça. Thésée, il a une grande histoire avec les enlèvements de femmes. Et donc, alors, dans l'histoire de Thésée, l'enlèvement d'Hélène, alors c'est un petit peu flou, mais en principe, on le situe après l'épisode du Minotaure, après le labyrinthe. Donc, il est aidé par Ariane, il abandonne Ariane sur une île. Bien sûr. Voilà. Il repart à l'aventure et il va enlever Hélène. Parce que Thésée se met aussi avec la sœur d'Ariane, avec Phèdre. Oui, avec Phèdre, mais bien plus tard. Ah d'accord. Entre un enlèvement, un abandon, alors, il enlève... C'est ça, il y a un abandon, celui d'Ariane, l'enlèvement, celui d'Hélène, un autre enlèvement ensuite, celui d'une reine amazone, et ensuite un mariage prévu, a priori, avec Phèdre, la grande sœur d'Ariane. Donc Thésée, c'est vraiment pas un homme qu'on recommande. Non, et puis au milieu de tout ça, voilà, il serait aussi allé aux enfers pour essayer de draguer Perséphone. Bien sûr. Ok, top. Mais du coup, Thésée enlève Hélène. C'est ça. Il la ramène chez lui, à sa cour. Comment est-ce qu'elle revient finalement à Sparte ? Alors, elle revient parce que ses 2 frères vont la chercher. Castor et Pollux. C'est ça. Alors, il y a différentes versions, mais la plus courante, c'est celle-là. Donc, ses 2 frères vont la chercher, la récupèrent, profitant de l'absence de Thésée, qui est parti on ne sait pas trop où, faire on ne sait pas quoi, avec quelle femme. Donc ça, c'est l'un des faits de jeunesse qu'on connaît d'Hélène, voilà, cet enlèvement par Thésée. C'est ça. Est-ce qu'on a d'autres sources sur sa vie avant tout l'épisode de la guerre de Troie, ou est-ce que c'est globalement cet épisode qu'on connaît ? Alors c'est vraiment cet épisode qu'on connaît, et ensuite, alors avant la guerre, il y a quand même le mariage avec Ménélas, qui est aussi un épisode célèbre. On raconte donc que, pour éviter un nouvel enlèvement, Tindar décide de marier Hélène. Tindar qui est son père. Tindar qui est son père, enfin son père mortel. Ouais. Le roi de Sparte. Problème, elle est toujours très belle, et donc presque tous les rois de Grèce sont ses prétendants. Ils sont prêts à en venir aux mains, aux armes, donc pour éviter un bain de sang dans la noblesse grecque, Tindar, alors a priori l'idée lui a été soufflée par Ulysse, fait prêter serment à tous les prétendants. Il leur dit que s'ils veulent toujours être des prétendants, ils doivent promettre de défendre, d'accepter d'abord, et ensuite de défendre le mariage d'Hélène. C'est-à-dire ils doivent se promettre de ne pas tuer l'homme qu'Hélène aurait choisi à la fin. Ou l'homme qu'on aurait choisi. Voilà, en fait, plutôt comme ça. C'est ça, ils doivent donc promettre qu'ils vont défendre le mariage quand il sera fait, et qu'ils vont empêcher d'autres Grecs ou étrangers de s'interposer dans ce mariage. Donc ça, c'est un serment que donc Tindar fait faire à tous les chefs grecs. C'est ça. Suite à ça, Hélène épouse l'un d'entre eux. Voilà. Donc, on aime bien dire que Hélène a choisi Ménélas. Alors, Tindar a choisi Ménélas. Dans d'autres versions, les rois font une compétition. Un petit peu sur le modèle des compétitions sportives, tir à l'arc, course, et le gagnant remporte Hélène. Ok, donc en fait on a différentes versions du mythe, et dans certains c'est elle qui choisit, dans d'autres c'est son père, et dans d'autres c'est par la force. Par le jeu, c'est un trophée, ce qui est... Bon, si on veut chercher du vraisemblable dans le mythe, plus certainement une histoire de jeu. En tout cas, c'est ce qui pourrait sortir ensuite de ce qu'on voit d'autres vies de femmes. D'accord. Et donc Hélène, c'est le beau trophée qu'on remporte. C'est ça, c'est la médaille d'or. Est-ce qu'on a un aperçu de la vie conjugale d'Hélène et Ménélas avant l'arrivée de Paris, etc. Non. Non, pas de source sur ce... Non, a priori, en tout cas moi j'en vois pas. Donc le prochain épisode, c'est lorsque Paris arrive à la cour, où règnent Hélène et Ménélas. Oui, qui est donc Sparte. Donc Hélène était princesse de Sparte, elle devient reine de Sparte parce qu'au mariage, Tindar
lègue son royaume à Ménélas. Ah, donc c'est pas juste un trophée, et donc il remporte la belle femme et le royaume. Oui, Très alors en fait, il remporte le royaume parce qu'il n'en avait pas. Parce que c'est son frère aîné, Agamemnon, qui est devenu roi de Mycène. Agamemnon qui a épousé la sœur d'Hélène, Clytemnestre. Et qui faisait partie des prétendants. Exactement, ah oui. Il a eu la médaille d'argent. Exactement. Donc Hélène est mariée à Ménélas, il règne sur la cour de Sparte, et donc là, Paris, un Troyen, débarque. Ouais. Pourquoi est-ce qu'il débarque et qu'est-ce qu'il vient faire ici? A priori, c'est une mission diplomatique. D'accord. Et donc, que raconte l'épisode sur cette arrivée de Paris et cette rencontre avec Hélène? Alors, il faut commencer un petit peu plus tôt dans la vie de Paris pour bien comprendre ce qui va se jouer quand ils se rencontrent. Paris, donc c'est un prince de Troie, fils de la reine Écube et du roi Priam, mais c'est un prince retrouvé. En fait, Paris a été abandonné à la naissance, élevé par un berger, et pendant qu'il est lui-même berger, il rencontre des déesses qui lui demandent de choisir la plus belle d'entre elles. Donc les déesses, c'est Aphrodite, Athéna et Héra. Elles lui font toutes des promesses. Choisis-moi, en échange, tu auras ceci, tu auras cela. Il choisit Aphrodite, qui lui avait promis l'amour de la plus belle des mortelles. Suite à ça, il y a l'épisode de la reconnaissance. Donc on reconnaît Paris comme le prince perdu, le fils oublié. Il est réintégré à la famille royale. Il est envoyé en ambassade à Sparte. Il rencontre Hélène. Et là, alors, soit les deux tombent amoureux, c'est une version qu'on aimerait bien développer, soit tout simplement il se dit « Ah, est-ce que ça serait pas elle la plus belle des mortelles qu'on m'a promis ?» Et donc, à partir de là, on sait pas trop, il n'y a pas énormément de traces de ce passage-là. Il essaye de la séduire, en toute vraisemblance, et l'enjeu, c'est quand même qu'à un moment, Ménélas s'en va. Il doit partir, donc dans certaines versions c'est parce que son père est mort, donc il doit s'absenter quelques jours, et dans la culture grecque on ne met pas dehors un invité, donc il demande à Hélène de prendre soin de leur hôte, comme si c'était lui, etc. Et profitant de l'absence de Ménélas, Paris rentre à Troie avec Hélène. Donc qui est potentiellement enlevée selon les sources où elle n'est pas consentante, c'est ça? C'est ça. On parle de l'enlèvement d'Hélène, quand même, hein, okay. C'est le... Donc elle est 100% enlevée, du coup. Alors, cet épisode s'appelle le rapt d'Hélène ou l'enlèvement d'Hélène, mais la vérité, c'est qu'on n'en sait rien, et c'est là où c'est très intéressant dans l'histoire d'Hélène, c'est qu'en fait, les deux sont tout à fait possibles, qu'elle ait été enlevée ou qu'elle ait suivi volontairement, parce que il y a des contradictions choisies, bien sûr, dès les épopées homériques sur son point de vue, sur le camp qu'elle choisit ou qu'elle ne choisit pas. Est-ce qu'on a justement déjà un aperçu dans les textes homériques des contradictions à ce stade-là de l'histoire? Non, parce que les épopées homériques commencent bien après tout ça. Ok, donc on verra les contradictions d'Hélène plus tard, pendant le siège et pendant la bataille de Troie. Donc jusqu'ici, on n'a pas forcément le point de vue d'Hélène, c'est ça, dans les textes antiques en tout cas. Que déclenche son départ, du point de vue grec? Il déclenche la guerre de Troie. Il déclenche la guerre de Troie, parce que il faut se souvenir de ce serment, le serment de Tyndare. Tous les anciens prétendants ont promis de défendre le mariage. Bien sûr, ouais. Et oui. C'est aussi pour ça que c'est important de se rappeler de ce serment. C'est pas juste toutes les cités grecques qui décident « Oh là là, l'honneur de Ménélas est en jeu, la fierté des Grecs, allons-y tous ensemble ». Ils sont liés par un serment. Donc la plupart des chefs grecs y vont pour cette raison. Et ils sont, toute cette armée est coordonnée par Agamemnon, qu'on va appeler roi des rois, à ce moment-là. Agamemnon, roi de Mycène, ouais. Et grand frère... ou frère de Ménélas. Frère de Ménélas et double beau-frère d'Hélène. Et double beau-frère d'Hélène. Les deux sœurs sont mariées aux deux frères. Évidemment. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'on voit à travers l'épisode... Enfin, Ulysse n'est pas forcément consentant pour ce départ à la guerre, il essaye d'échapper, donc c'est vrai que c'est un serment qui les oblige contractuellement, sous peine, on imagine, de représailles. En fait. Ce qui est quand même assez drôle, parce que c'est probablement Ulysse qui a eu l'idée du serment. Oui. Et c'est celui qui, effectivement, va essayer d'y échapper en se faisant passer pour fou. Bon, mais la ruse ne fonctionne pas et il doit y aller. Mais donc effectivement, le serment les contraint tous à partir en guerre, ouais. Ce qui lance donc vraiment le grand épisode connu quand on pense au nom d'Hélène, donc la guerre de Troie, en tout cas le siège de la ville de Troie, qui on le rappelle est situé sur les côtes de l'actuelle Turquie, les côtes ouest de l'actuelle Turquie. C'est une probabilité. Une probabilité. Donc en tout cas, toute la Grèce se dirige vers cet endroit. On a 10 ans de siège. Que fait Hélène
pendant ce siège? Est-ce qu'on a des grands épisodes particuliers? Peut-être à commencer pour son arrivée à Troie, est-ce qu'on a des sources déjà sur sa réception par les Troyens? Non, on n'a rien du tout. On n'a rien du tout parce que tout ce qu'on sait d'Hélène pendant la guerre de Troie, et en fait on en sait pas mal, mine de rien, par rapport à d'autres personnages, mais c'est ce qu'il y a dans l'Iliade, et l'Iliade ne commence que la 9e année des 10 ans de siège. Donc sur les 9 premières années, peu de sources sur rien. Hélène. Et dans les textes grecs qui auraient suivi l'Iliade et l'Odyssée, par exemple dans des pièces de théâtre, Non. Là aussi on n'imagine pas ces 9 ans de... On revient pas du tout sur le début de la guerre, même pas trop sur l'avant-guerre. On va plutôt avoir des écritures de développement de l'après. Donc en tout cas, on arrive à la 10e année du siège. Là, qu'est-ce qu'on a sur Hélène dans l'Iliade? Alors, Hélène est étonnamment présente dans l'Iliade. Je dis étonnamment par rapport aux autres personnages féminins, en fait. C'est celle qui va le plus souvent être mentionnée, qui va le plus souvent parler aussi, ce qui est assez remarquable. Et elle est assez active du côté du camp troyen. Il y a un des épisodes les plus connus concernant Hélène dans l'Iliade, c'est Hélène qui est sur les remparts de Troie, avec le roi Priam et les vieillards, donc les hommes qui sont trop âgés pour aller se battre. Donc ils regardent les batailles sur les plaines depuis les remparts de Troie. Et Hélène, qui reconnaît tous les rois grecs, commence à les présenter à Priam, donc le roi de Troie. Donc elle lui dit, voilà, lui c'est Ulysse le rusé, il est très fourbe, il faut se méfier. Là-bas on voit le grand Achille, égal à nul autre sur le champ de bataille. Donc elle prend en charge cette présentation des guerriers, ce qui est très étonnant. En fait, tout est étonnant dans cet épisode. Pourquoi Hélène est sur les remparts de Troie et non pas dans les quartiers réservés aux femmes avec les autres épouses? Et qui est-elle pour présenter des guerriers? Mais alors pourquoi est-ce qu'elle est là? Parce que c'est Hélène. Parce qu'en fait, elle rentre jamais vraiment dans les cases. Il y a toujours un petit décalage dans son comportement par rapport à ce qu'on attend d'une femme. Est-ce qu'on a un point de vue de Priam sur Hélène? Est-ce qu'il la respecte, l'estime? Parce qu'il est quand même en train d'écouter ses conseils, dans le domaine militaire. Il y a probablement une forme d'estime. Dans certaines versions, le mythe dit quand même qu'à Troie, les hommes... alors, c'est peut-être un petit peu exagéré de dire les hommes gouvernent avec leurs épouses, mais la place des femmes à Troie est peut-être pas tout à fait la même qu'en Grèce. Peut-être plus pas d'égalité, mais en tout cas de discussion possible. Néanmoins, les autres épouses troyennes ne prennent pas du tout part aux discussions concernant la guerre, ne se mêlent pas de ça, et quand elles parlent de la guerre, c'est pour pleurer leur fils, leur mari, pour dire que la guerre est horrible, alors qu'Hélène, quand elle parle de la guerre, c'est pour dire que leur nom va rentrer dans la légende. Voilà, elle parle de la guerre presque comme un homme. Alors justement, est-ce qu'on a des sources, toujours sur ces mêmes textes, mais qui nous indiquent un peu la personnalité d'Hélène? On sait qu'elle est belle, mais d'un point de vue, est-ce qu'on parle de son intelligence, de sa sagesse, comment est-ce qu'elle parle de la guerre? Est-ce qu'on a n'importe quelle source en dehors de son apparence physique pour un peu caractériser son personnage? Pas vraiment. Pas vraiment. Hélène, c'est surtout la beauté. Peut-être que en lisant l'Iliade, on pourrait dire qu'elle est quand même un petit peu caractérisée par une sorte d'effronterie. Elle tient tête à Aphrodite. À un moment, Aphrodite lui dit va dans la chambre et attends Paris. Elle dit non. Paris, il a pas à être dans ma chambre, dans mon lit, il a à être sur le champ de bataille parce que c'est un guerrier. Bon, évidemment, elle perd face à Aphrodite, mais voilà, elle est peut-être un peu effrontée. On va jamais la qualifier de la sage Hélène, comme on parle de Pénélope, la sage Pénélope par exemple. On vante pas spécialement son intelligence. On sait qu'elle sait bien broder. Enfin, elle fait du tissage, ce qui est une activité féminine. Souvent, c'est quelque chose qui est vanté. Mais quand on parle du tissage d'Hélène dans l'Iliade, c'est plus pour dire ce qu'elle est en train de tisser que la façon qu'elle a de le faire. Et là encore, ça montre qu'elle est un peu hors du cadre social féminin, parce qu'elle brode, elle tisse ce qui est en train de se passer sur le champ de bataille. Donc là où toutes les femmes brodent des fleurs, elle brode des épées et alors plutôt des têtes coupées. Des scènes familiales. Okay. Parce qu'en fait, le domaine des femmes, ça va être vraiment la sphère domestique.
Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans l'Iliade, les autres personnages féminins, donc par exemple Hécube et Andromaque, quand elles apparaissent, c'est déjà assez rare, et quand c'est le cas, c'est dans les murs du palais, dans les chambres, et elles parlent à leur fils, à leur mari. Quand elles tissent des scènes alors, du quotidien où on sait pas trop, peut-être des choses un peu plus abstraites, mais non, Hélène, elle est en train de mettre en image la légende en train de se créer. Oui, donc c'est un peu comme si elle avait conscience, même par rapport à ce que tu disais sur le fait qu'elle dit que la guerre, ce sera pour la gloire, pour l'éternité, elle tisse également la guerre, c'est comme si elle avait conscience des choses en train de se passer, un peu comme voilà, si Homère avait introduit un narrateur, voilà, pas omniscient, mais en tout cas qui étudie les propres perceptions de ce qui se passe au présent. Oui, et d'ailleurs, c'est bien que tu dis ça, parce que Hélène, elle a pu être considérée comme une petite forme de double d'Homère. Parce que elle aussi, elle prend en charge à un moment la légende. Comme Achille. Achille du côté grec. Donc l'Iliade, c'est le chant de la colère d'Achille. C'est Achille qui arrête de se battre. À cause, encore une fois, d'une femme trophée. Bon, voilà. Il y en a plein dans l'Iliade. Donc Achille arrête de se battre. Et qu'est-ce qu'il fait pendant qu'il ne se bat pas? Il reste dans sa tente et il chante. Et donc qu'est-ce qu'il chante? Eh bien, comme les Aèdes, il va chanter ce qui s'est passé sur le champ de bataille, la guerre. Les Aèdes qui sont les poètes oui, c'est ça. Qui chantent. Ouais. Donc Achille chante la guerre du point de vue grec et Hélène tisse la guerre du point de vue troyen, quelque part. Alors, le point de vue, on sait pas trop. En tout cas, du côté des remparts. C'est ça. Ouais. Dans la ville de Troie, il y a Hélène qui tisse la guerre et du côté des Grecs, il y a Achille qui la chante. Ouais, c'est hyper intéressant comme aspect, ça. D'autant plus que les deux sont des enfants, sont des demi-mortels, demi-dieux, puisque Achille est né d'un mortel et d'une déesse. Les deux sont qualifiés par leur aspect trop. Hélène, elle est trop belle, sinon il n'y aurait pas eu tout ça. Et Achille, il est trop têtu. Sinon il n'y aurait pas eu d'Iliade non plus, parce qu'il n'y aurait pas eu de dispute, parce qu'il aurait continué de se battre, fin de la guerre, hop, on n'en parle plus. Donc ils sont tous les deux un peu trop, et en même temps un peu en dehors, et suffisamment en dehors pour participer à la légende en la racontant, en la montrant. Ouais, c'est incroyable comme aspect. Mais c'est vrai qu'on voit pas trop ce point de vue sur Hélène-là, en fait, assez clairvoyante sur ce qui se passe. C'est quelque chose qui a beaucoup été oublié et qui est très peu repris, en fait, dans toute l'histoire ensuite de sa réception. On a beaucoup oublié cette dimension pour vraiment mettre l'accent sur sa beauté et sur sa passivité. Parce que oui, elle est très passive dans son mythe, mais si on lit quand même bien l'Iliade, elle est beaucoup plus que ça. Tu disais également qu'elle parlait beaucoup par rapport à d'autres femmes. À qui est-ce qu'elle parle? Alors déjà, elle parle à Priam et aux vieillards. Quand elle se mêle de la guerre, elle en parle à ce moment-là. Elle parle à Aphrodite. Donc voilà. On la voit aussi parler à Paris, pour le secouer un peu, lui dire d'être un homme courageux et d'arrêter de fuir les combats. Elle parle à Hector. Donc Hector, c'est aussi un prince troyen, c'est le champion de Troie. Le frère aîné de Paris. Hélène parle à Hector. Hector, frère de l'impudente femme qui vous a causé des maux sans nombre et dont l'aspect glace d'épouvante. Hector, plutôt Dieu que le jour où ma mère m'enfanta, une funeste tempête m'eut enlevé d'entre ses bras pour me transporter sur une montagne déserte ou pour me précipiter dans les flots de la mer retentissante. Alors, le vaste abîme m'eut englouti avant l'accomplissement de tous ces malheurs. Puisque les dieux nous ont réservé tant d'infortunes, que ne suis-je du moins l'épouse d'un héros plus vaillant, d'un guerrier qui puisse sentir les reproches et les outrages des hommes? Mais Paris est, et sera toujours, un guerrier sans force, sans courage, et bientôt il recueillera le fruit de sa lâche conduite. Approche, Hector, repose-toi sur ce siège, ô mon frère, toi qui depuis longtemps supportes des fatigues à cause de moi, malheureuse femme, et à cause de l'égarement fatal du frivole Paris. Zeus nous a réservé à tous deux une triste destinée, et notre infamie sera éternellement célébrée par les races futures. Hélène à Hector, dans l'Iliade d'Homère, chant 6. Et donc à Hector, elle parle de la gloire à venir de la guerre. Elle se traite... Alors Hélène, souvent, on parle d'elle aussi comme la chienne.
la chienne de Sparte, et elle-même, à plusieurs reprises, se qualifie de chienne. Voilà, c'est une façon de se dégrader et de dire, voilà, je suis coupable, c'est à cause de moi que tous ces gens meurent, si j'avais pas été là, voilà, etc. Donc c'est ce type de discussion qu'elle a avec Hector. Et ensuite, elle parle aux funérailles d'Hector, puisque l'Iliade se termine sur les funérailles d'Hector. Et donc là, elle va endosser un rôle qui est beaucoup plus attendu, parce que pendant les funérailles, les femmes pleurent les morts. Et donc, dans l'Iliade, pendant les funérailles d'Hector, sa femme Andromaque, sa mère Hécube, ont de longs passages de plaintes. Elle parle de sa légende, et le pleur parle de leur tristesse à venir. Et c'est Hélène qui est la dernière à prendre la parole, et qui va faire donc l'hommage funèbre d'Hector, mais encore une fois un peu décalé, parce qu'elle va quand même rappeler que tous les bénéfices de la guerre, c'est-à-dire l'entrée dans la légende, la dimension immortelle que va avoir Hector à partir de maintenant. Ouais, donc toujours l'assistante du poète quelque part qui raconte déjà. Petite anecdote, mais Hélène, c'est le premier personnage féminin qui va parler dans l'Iliade, et c'est aussi le dernier personnage féminin qui parle dans l'Iliade. Donc vraiment, elle a ce truc d'ouverture de voix féminine et de conclusion aussi. Ouais, hyper intéressant. Je reviens sur le terme que tu as employé. Elle se qualifie de chienne. Je crois avoir entendu que peut-être ce mot avait une double interprétation, ou en tout cas avait été traduit comme prostituée ou putain dans certaines traductions des textes. Est-ce que c'est fondé et est-ce que ça pourrait être la façon dont elle se qualifie ? Alors oui, c'est tout à fait fondé. En fait, c'est assez récent là, cette interrogation sur la traduction. En fait, c'est à partir du moment où des femmes ont commencé à traduire, sans beaucoup de surprises. Oui, donc Hélène, effectivement, on parle de la putain de Troie, la putain de Sparte. Parce que oui, c'est chienne dans ce sens-là, au moins en partie. Et on entend ça, même dans le terme grec, ça veut pas dire qu'on entend que ça. Parce que y a d'autres personnages qui ont un rapport à l'animalité, aux chiens. Hécube, bon, c'est pas chez Homère, c'est plus tardif, mais dans la tragédie d'Euripide, Hécube se transforme en chienne à la fin. Mais l'animal, pour le coup. Et là, on n'est pas du tout à voir avec la prostitution, c'est pas dégradant dans ce sens-là. Voilà, il peut y avoir plusieurs interprétations de ce terme. C'est aussi une façon de la ranger du côté du corps. Même si on parle pas forcément de sexualité, il y a quelque chose d'animal. Oui, donc dès le texte homérique, en fait, ce terme a un peu en double sens. Mais ce que tu dis, c'est qu'avec les traductions qui ont été faites, on a tranché du côté prostitution, et que maintenant que des femmes traduisent ces textes, on s'interroge à nouveau sur ce que ça peut vraiment vouloir dire. Oui, et surtout, en fait, on essaye de faire revenir à la polysémie, quoi, tous ces sens qui sont contenus. Et parce que ce qui est intéressant, c'est ça, c'est ces termes à multiples facettes, parce qu'en fait, un personnage, si on veut le transformer en personne, il faut qu'il soit complexe, il faut qu'il y ait de multiples facettes. Est-ce qu'Hélène est complexe dans les textes antiques ? Très. Parce que là, j'ai dit qui elle était dans l'Iliade, mais en fait, elle est aussi dans l'Odyssée, Hélène. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie. Alors justement, donc on est au siège de Troie, la guerre prend fin. Comment est-ce que Hélène, parce que c'est vrai qu'ils sont tous venus chercher Hélène au fond, donc comment est-ce que la guerre prend fin pour Hélène ? Comment est-ce qu'elle retourne chez Ménélas et chez les Grecs ? Alors, à la fin de la guerre, enfin quand la guerre se termine plutôt, Ménélas doit tuer Hélène. Je veux dire, elle a vécu 10 ans avec un autre homme, oui, il est venu la chercher, mais c'est difficile à pardonner. Puis il y a une question d'honneur aussi, voilà. Donc il va pour la tuer, mais elle est toujours très belle, décidément, et donc subjugué, il ne peut se résoudre à la tuer, et donc il repart avec elle. Le voyage retour est un peu long, a priori ils ont mis plusieurs années, ils sont arrêtés en plein endroit, en Égypte, enfin voilà, des petits arrêts un peu partout comme ça, et ils récupèrent le trône de Sparte, donc Hélène redevient Hélène de Sparte, épouse de Ménélas. Est-ce que déjà là, sur ce périple ou ce retour à la case départ, on a le point de vue d'Hélène dans les textes ? Non. Pas du tout. Déjà, il faut le dire, on a quand même très peu, il nous reste très peu de textes, de sources claires de cet épisode-là, du retour. On le sait avec des réinventions beaucoup plus tardives que les sources homériques, par exemple. Ok, donc on fait vraiment une grosse ellipse, des années de voyage à travers la Méditerranée, un peu comme une sorte de mini-odyssée, mais sans tous les monstres, j'imagine. Et donc elle retourne à Sparte, auprès de Ménélas. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? Ensuite, donc là on arrive dans l'Odyssée, pour le coup. Donc l'Odyssée, ce n'est pas que le récit du voyage d'Ulysse. Dans les premiers chants, on a d'abord
un petit voyage, celui de son fils, Télémaque. Télémaque, qui ne connaît pas son père, puisque finalement il est parti il y a donc les 10 ans de la guerre, plus, on sait qu'Ulysse met une dizaine d'années pour rentrer. Donc on va dire que ça fait peut-être aller 18-19 ans qu'ils attendent Ulysse à Ithaque. Et donc Télémaque part en voyage et va d'abord chez Nestor, qui était un des rois grecs à Troie, pour savoir s'il sait où est son père. Et Nestor ensuite l'envoie voir Ménélas et Hélène. Et donc Télémaque arrive à Sparte, est accueilli par Ménélas et Hélène, qui là, pour le coup, dans l'Odyssée, sont vraiment présentés comme un couple. Je veux dire, on reparle pas du tout du fait qu'Hélène a été soit enlevée, soit elle est partie. Tout d'un coup, voilà, c'est Hélène... Et qui a voulu la tuer. Oui, c'est ça. Non, vraiment, Hélène, là, elle est chez elle, et elle parle aussi, donc avec Ménélas et Télémaque. C'est à ce moment-là qu'il y a l'épisode du cheval de Troie qui est raconté. Parce que l'Iliade se termine avant la fin de la guerre, et en fait, la ruse du cheval et la prise de Troie, c'est raconté dans l'Odyssée par Hélène. Intéressant, très intéressant. C'est donc Hélène qui raconte la fin de l'épisode de l'Iliade. Donc, elle est toujours un petit peu comme ça, ce poète qui participe à la création de la légende. Et donc, elle raconte cet épisode à Télémaque pour lui montrer à quel point Ulysse est intelligent, ce grand héros valeureux qui a permis la fin de la guerre, qui a réussi la ruse du cheval. Et là, autre chose assez intéressante, c'est que quand elle parle de la ruse du cheval, Hélène, pour le coup, là, raconte vraiment comment elle était en tant que Troyenne. Donc elle explique à Télémaque qu'elle se doutait quand même que ce cheval était un petit peu louche. Et donc pour vérifier que c'était pas un piège des Grecs, elle a tapoté contre le bois du cheval et elle imitait les voix des épouses des chefs grecs. Waouh. En se disant, s'ils sont dedans, ils sortiront en entendant la voix de leur femme. Très très smart Hélène en fait du coup. Très. Un peu effrayante. Bon, la ruse n'a pas fonctionné parce que Ulysse, justement qui était dans le cheval, a réussi à empêcher les autres Grecs de sortir. Donc là, quand même, on entend plusieurs choses. Hélène, effectivement, sait faire preuve de ruse et d'intelligence. Talent d'imitatrice aussi, hein, finalement. Ouais. Quand même, disons-le. Et elle avait clairement, du coup, pris parti pour les Troyens. Ouais, c'est vrai que c'est l'autre chose qui ressort de... Et elle a tenté d'affronter Ulysse à travers un duel de ruse, et Ulysse, malheureusement, a capté la ruse. Ouais. Waouh, ok, donc elle raconte ça à Télémaque. C'est ça, à Télémaque. Okay. Et bon, ensuite, on ne parlera plus d'Hélène chez Homère, dans l'Odyssée en tout cas. Mais voilà, il y a ce passage qui est quand même assez important, et on oublie. Enfin, on sait pas en principe qu'on va voir Hélène et Ménélas dans l'Odyssée, mais ils sont mis là, et d'ailleurs c'est grâce à ce passage qu'on sait comment la guerre s'est terminée. Oui, c'est un peu improbable de les imaginer là tous les deux chill dans leur royaume alors qu'il s'est passé des drames dont le lecteur survit. Ah oui, voilà, donc avant d'être ici, oui, j'ai essayé de faire tuer mon mari. Tout en servant du thé à Télémaque, enfin c'est... Et justement, elle lui sert pas du thé, mais elle lui sert une boisson dans laquelle elle a mis une poudre magique. Parce qu'en fait, quand elle prend la parole pour raconter cet épisode, Ménélas a déjà raconté la guerre, un petit peu, donc, mais plutôt les combats. Le nombre de morts, et c'est une souffrance, et donc Télémaque et Ménélas sont en train de pleurer. Les hommes pleurent beaucoup chez Homère. Et donc pour qu'ils arrêtent de pleurer, Hélène les drogue. Elle met une poudre magique dans le vin pour qu'ils soient dans une espèce d'état comme ça de bonheur, de béatitude, et c'est pendant ce moment-là qu'elle va raconter cet épisode. Ok, elle fait une petite pilule d'ecstasy et elle leur dit arrêtez de pleurer, je vais vous raconter la guerre. C'est ça. Ok. Ouais, donc toujours un peu cette Hélène qui raconte, qui a ce point de vue sur la guerre comme quelque chose qui est digne d'être raconté, toujours. Ouais. Exactement. On pourrait attendre d'elle, alors soit qu'elle ne parle pas quand même, puisqu'après tout ce qui s'est passé en son nom... Bon, oui, c'est vrai, qu'elle pourrait s'enterrer dans son lit jusqu'à la fin de ses jours. Ouais. Mais non seulement elle parle, non seulement elle raconte, mais en plus elle ne le raconte pas forcément comme quelque chose de grave, de triste. Elle le raconte comme, voilà, les guerriers ont prouvé leur valeur, la légende doit être racontée. Ouais, elle fait tout le marketing post-opération. Ok, donc ensuite Télémaque repart, j'imagine, il continue de chercher des infos sur Ulysse. Que devient Hélène ? Alors Hélène reste à Sparte avec Ménélas, jusqu'à la mort de Ménélas. Donc là, on n'a plus rien, on sait pas exactement ce qui se passe. Je saurais pas non plus dire combien de temps ça a duré. Mais voilà, quand Ménélas meurt, Ménélas c'était quand même un petit peu le seul à Sparte à avoir pardonné à Hélène. Après sa mort, Hélène est chassée de Sparte, donc elle va se réfugier dans une autre cité, auprès d'une veuve.
qui l'accueille, mais cette reine veuve, en fait, a perdu son mari à Troie, et donc, finalement, décide de se venger en tuant Hélène, qu'elle l'a fait tuer dans son bain et pendre devant le palais. Eh ben... Alors, ça, c'est une version. Ok. Une autre version serait que elle essaye de le faire, cette reine veuve, mais que Hélène, qui est quand même une fille de Zeus, et qui a droit à une forme d'immortalité, donc échappe à cette mort humiliante, et va vivre aux enfers. Donc c'est une forme de mort, mais beaucoup plus douce, et aux enfers, elle deviendrait l'épouse d'Achille. Ceux qu'on a envie de voir se mettre ensemble depuis le début. Ces deux êtres d'exception. Exactement, finissent par se retrouver, Peut-être. le trop fort et le trop colérique avec la trop belle se réunissent des deux côtés. Bon alors du coup, quid de Paris et Ménélas qui sont aussi morts et donc a priori au même endroit. Oui, c'est vrai. Ouais. Et donc elle se mais mettrait mortelle. avec Achille. Donc il y a quand même cette chose aussi de... Enfin, la vie mortelle dans la mort, elle est possible parce qu'aussi, voilà, Achille et Hélène sont des enfants de dieux et de déesses. Donc elle meurt d'une façon ou d'une autre et finit sa vie dans les glorieux enfers avec Achille. Voilà. Ou seule, hein, voilà. Mais peut-être avec Achille. Est-ce qu'on a atteint la fin de la vie d'Hélène telle qu'elle est racontée par les mythes antiques ? On a fait un déroulé. Après, il y a d'autres versions qui sont aussi très intéressantes sur la vie d'Hélène. Justement, donc là on a surtout évoqué Homère. Moi j'ai l'impression que globalement la vision là, qui ressort d'Hélène chez Homère, je pensais moi que c'était simplement qu'elle était belle et qu'elle était coupable finalement d'avoir déclenché la guerre. Dans les textes antiques, là, tel que tu viens de les raconter, j'ai l'impression que c'est quand même déjà plus complexe que ça. C'est beaucoup plus complexe que ça. Concernant l'image d'Hélène. Ouais. Elle a aussi de la ruse, elle a aussi cette narration sur les faits, qui est donc là dès Homère. Oui. Hélène dit à Ménélas : « Peut-être es-tu résolu, que mes raisons soient bonnes ou mauvaises, à ne pas me répondre et à me traiter en ennemi. Mais les reproches que tu vas sans doute faire entendre contre moi, je les réfuterai en opposant nos griefs mutuels. Ce qui fit le bonheur de la Grèce a fait ma ruine. Vendu pour ma beauté, je me vois outrageusement accusé pour les faits qui auraient dû me valoir des couronnes. Mais, diras-tu, je ne me suis pas encore expliqué sur la question de mon départ clandestin de ton palais. Une déesse trop puissante accompagnait celui qui fut mon mauvais génie, cet Alexandre, ce Paris, de quelque nom que tu l'appelles, ô lâche époux, ce Troyen à qui tu livras ton palais en quittant Sparte pour aller dans l'île de Crète. Mais ce n'est pas toi, c'est moi-même que j'interrogerai sur ce qui en résulta. Quel sentiment put me porter à abandonner ainsi ma patrie et ma famille pour suivre un étranger ? Prends-t'en à la déesse et sois plus puissant que Zeus. Il est le maître des autres divinités, mais il est l'esclave d'Aphrodite. J'ai donc droit à l'indulgence. Ma mort pourrait-elle encore être juste ? Pourrais-tu, ô mon époux, me condamner justement ? Celui-ci m'épouse malgré moi. Et quant à ma fuite de Sparte, au lieu d'obtenir le prix de la beauté, j'ai été livré à un triste esclavage. Si tu prétends vaincre les dieux, ton désir est insensé. Hélène qui parle à Ménélas dans les Troyennes d'Euripide. À part Homère, est-ce qu'on a d'autres sources antiques sur Hélène, ou en tout cas d'autres points de vue qui seraient un peu différents un peu... Oui, ouais. Oui. Donc là, c'est plutôt du côté du théâtre. Au 5e siècle, donc quand les tragiques grecs s'emparent des mythes homériques pour faire leur tragédie, Euripide se tourne un petit peu vers le personnage d'Hélène. Donc Hélène, elle apparaît dans une pièce qui s'appelle Les Troyennes, qui se concentre sur, une fois que Troie a été détruite, les femmes n'ont pas été tuées, elles sont partagées entre les rois pour devenir leurs esclaves. Donc dans Les Troyennes, on a donc Andromaque et Cube, qui viennent d'être attribués aux hommes qui ont tué leur mari, concrètement, qui se lamentent, et Hélène qui dit « Oh quand même, moi je suis bien contente d'être à nouveau une grecque, d'ailleurs les Grecs devraient me dire merci, parce que grâce à moi ils se sont enrichis en pillant Troie ». Donc on a une Hélène un peu hautaine, très clairement tranchée du côté « Hélène est coupable ». Là, les pauvres autres femmes troyennes à côté doivent un peu dire... Ça se passe pas très bien, quoi. Ouais, celle-là, elle va se prendre une tarte. Mais Euripide propose aussi une autre version d'Hélène qui est assez intéressante, donc dans la pièce qui s'appelle Hélène, dans laquelle en fait il propose l'idée qui a priori
bien accepté dans l'Antiquité, en tout cas du 5e au 3e siècle au moins, avant notre ère, c'est qu'Hélène ne serait jamais allée à Troie. Donc, c'est-à-dire tout le début de sa vie, tel que je l'ai raconté tout à l'heure, sauf que quand Paris veut l'enlever, partir avec elle en tout cas, la déesse Aphrodite fabrique une silhouette de fumée. Donc on dirait un fantôme, un clone aujourd'hui éventuellement. Et donc c'est avec cette fausse Hélène que Paris va à Troie. Et Hélène va se cacher en Égypte. Et elle s'y cache pendant 10 ans, pendant toute la durée. Oui, c'est ça. Et personne ne le sait. Et c'est quand Ménélas rentre après la victoire à Troie, justement là, j'ai dit, il s'arrête à plein d'endroits avec Hélène. Bah, dans la tragédie Hélène, il s'arrête en Égypte et il retrouve sa femme. Sans lui en vouloir, enfin là aussi il la récupère et ils retournent à Sparte ensemble. Oui, et puis il lui en veut pas, puisqu'en fait finalement elle est coupable de rien. Elle n'a pas vécu avec un autre homme. Au contraire d'ailleurs, quand il arrive, elle est en train d'essayer d'échapper à un prétendant. Et en fait dans cette version, Hélène c'est un petit peu le double de Pénélope. Elle attend le retour de son mari, en essayant d'être fidèle, de ne pas se marier avec tel et tel roi qui ont très envie de se marier avec elle. Elle dit non, mon mari est vivant, il va venir me chercher. Donc Ménélas retrouve Hélène, tue le prétendant, donc en plus, il arrive, c'est le prince sur son cheval blanc, il vient la sauver, et ils repartent bras dessus vers Sparte. Là aussi, puisque Pénélope tisse et défait sa tapisserie toutes les nuits, est-ce qu'on a une source sur comment est-ce que Hélène patiente pendant toutes ces années, comment elle occupe son temps, comment elle se défait des prétendants? Non, parce que la pièce d'Euripide, c'est vraiment sur la fin. C'est juste avant l'arrivée de Ménélas, donc... C'est sur son sauvetage héroïque. C'est ça. La pièce ne suggère pas que ça fait 10 ans que le prétendant est là. Ok. Est-ce qu'elle est accueillie à la cour d'Égypte? Est-ce que là aussi on a des sources sur une tentative de reconstitution historique? Non, elle est cachée, okay. Anonyme, mais belle. Évidemment, elle est belle, quoi. Donc pas vraiment anonyme. Parce que donc pas vraiment anonyme. Ok, version très intéressante. Donc Paris part avec un nuage de fumée à Troie. Ouais, et cette version, elle est assez populaire, a priori, à l'époque où Euripide a écrit la pièce. C'est aussi de cette version-là dont va parler Platon. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de discussions chez les philosophes grecs sur la culpabilité d'Hélène. Ça, c'est quelque chose qui nous anime encore aujourd'hui. Est-ce que Hélène est partie volontairement ou pas? Il y a aussi un enjeu de culpabilité, là, de responsabilité. Donc c'est quelque chose qui a beaucoup fait réfléchir, il y a eu pas mal de choses qui ont été écrites, et voilà, cette idée que Hélène n'est jamais allée à Troie, en fait, elle permet d'éviter ce dilemme de la responsabilité. Mais en fait, elle n'est pas coupable, puisqu'elle n'y était pas. Que disent les philosophes sur... quels sont un peu les principaux arguments Est-ce que c'est vraiment ce qu'on a déjà évoqué de rapt versus départ volontaire? Non, on essaye plus de trancher, mais... En fait, c'est aussi cette question de la culpabilité féminine. Finalement, on s'en fiche un peu de savoir quel est son degré de responsabilité. Il se trouve que c'est une femme et que c'est pratique qu'elle soit coupable. Parce que, en vérité, est-ce que les Grecs sont vraiment tous partis récupérer Hélène parce qu'ils avaient fait un serment, ou parce que quand même Troie commençait à être perçue comme un adversaire, c'est une cité opulente, ça peut être intéressant de la piller, récupérer les routes de commerce... Il y a un enjeu politique, probablement, qui dépasse largement le serment de Tyndare et aller récupérer Hélène. Bah d'ailleurs, quand ils arrivent, Ménélas veut la tuer, donc en fait, avoir fait 10 ans de guerre pour tuer la personne que tu viens récupérer, c'est peut-être aussi qu'il y avait d'autres raisons pour aller à Troie. C'est ça, c'est le beau prétexte. Et puis c'est vrai que Troie est... En tout cas, si l'épopée homérique a bien été écrite vers le -8, -9, -10e siècle, comme on le suppose aujourd'hui, à l'époque, on avait quand même l'Empire hittite, en actuelle Turquie, qui était une puissance émergente. Et donc c'est vrai que si on a un contexte historique, Troie était potentiellement entre la zone grecque et la zone hittite, c'est une zone assez stratégique. Mais oui. Donc, oui. Il y a potentiellement d'autres raisons que venir récupérer la belle captive qu'on veut finalement tuer. Ça, c'est le mythe. Exactement. À part cette pièce de théâtre sur l'Hélène cachée en Égypte, est-ce qu'on a encore d'autres versions qui divergent, ou voilà, c'est globalement le panorama antique sur Hélène? C'est l'essentiel du panorama antique dans la littérature. Après, si on refait un petit bond dans le temps, mais toujours dans l'Antiquité, du côté d'Ovide, Ovide en parle, donc, dans son écriture sur les lettres, donc les lettres des amoureux, les héroïdes. Il y a une lettre de Paris à Hélène et la réponse d'Hélène à Paris. Alors si, je pense que c'est intéressant d'en parler parce que c'est quand même beaucoup cette version aussi qu'on va conserver après.
donc où Paris essaye de séduire Hélène. Grosse entreprise de séduction, mais vraiment le mec lourd. Je racontais pendant le banquet les histoires d'amoureux, mais en vérité l'amoureux c'est moi, je ne cessais de te regarder. Vraiment, drague lourde, bien forcée. Ton mari est parti, mais comme tu es très belle, il se doute bien que je t'aime. S'il est parti, ne serait-ce pas parce que finalement il nous autorise à être ensemble. Bon, voilà. Sure. Il met en place le fil. Et la réponse d'Hélène, c'est d'abord c'est très ferme, c'est non mais inadmissible, je devrais te faire couper la tête pour avoir pensé quelque chose comme ça. Je paraphrase presque, hein, vraiment c'est un non brutal. Et petit à petit, au fil de la lettre, ça se termine par mais j'en ai trop dit, je confierai le reste à mes servantes qui te le diront dans le creux de l'oreille. Bon, elle est convaincue. Mais elle fait son travail d'épouse fidèle quand même. Au début, on dit on met un bon stop. Mais finalement, là on est vraiment sur un exemple très clair de cette espèce de mythe du non qui veut dire oui. Yes, classique. Hélène parle à Paris. Te suivrai-je comme tu me le conseilles? Verrai-je Troie si vantée, et serai-je la bru du grand Laomédon? Je ne méprise pas assez les louanges de la volage renommée pour la laisser remplir ses contrées du bruit de ma honte. Que diront de moi, et Sparte, et toute l'Achaïe, et les nations de l'Asie, et ta Troie elle-même? Que pensera de moi Priam? Qu'en penseront, et son épouse, et tous tes frères, et les femmes dardaniennes? Quel bras, si l'on m'outrage, pourra me défendre sur les bords phrygiens? Où trouver mes frères? Où l'appui d'un père? Ce qui m'effraie encore, c'est cette torche sanglante que ta mère crut mettre au monde avant le jour de l'enfantement. Je redoute aussi les avertissements des devins qui annoncèrent, dit-on, que Troie périrait embrasée par la flamme des Grecs. Et comme Aphrodite te favorise, parce qu'elle doit à ton arbitrage et son triomphe et un double trophée, je crains alors que les deux autres déesses auxquelles ton jugement, si tu ne te glorifies pas en vain, fit perdre leur cause. Je ne doute pas non plus que, si je te suis, l'on ne prenne les armes. Hélas, notre amour n'aura que des glaives autour de lui. Et tu penses que Ménélas et mes deux frères et Tindar soient lents à exercer une si juste vengeance? Hélène à Paris, dans les Héroïdes d'Ovide. On a également un culte qui est fait à Hélène dans l'Antiquité. Elle est l'objet d'un culte, c'est-à-dire qu'elle devient un peu comme une divinité. Alors, c'est un petit peu plus compliqué que ça. En fait, il y a beaucoup de personnages homériques qui ont des cultes. C'est pas forcément parce qu'ils sont considérés comme des dieux ou des déesses. On peut peut-être plus comparer ça, en fait, aux saints dans le christianisme, quoi. On a des humains qui sont devenus des saints, qu'on va prier, et c'est un intermédiaire finalement jusqu'à Dieu. On va choisir comme ça des spécificités, des caractéristiques, des patrons protecteurs. Donc Hélène, c'est plutôt comme ça, comme Pénélope. Pénélope aussi a un culte beaucoup plus développé que celui d'Hélène d'ailleurs. Et Hélène, effectivement, son culte il va aussi être en rapport avec tout ce qui est beauté. Et plus qu'un culte, c'est peut-être une patronne. Une forme de patronne, et donc il y a son visage qui est gravé sur des peignes, sur des choses comme ça. C'est plus une forme de protection. Et finalement elle commence déjà un peu à devenir une icône, si son visage pour sa beauté est gravé sur des peignes, un objet de beauté aussi, c'est très bien. À travers l'histoire, Hélène justement, que devient-elle, notamment dans l'histoire de l'art? Voilà, qu'est-ce qu'elle devient, qu'est-ce qu'on en retient? Est-ce qu'on a des choses qui survivent d'Hélène après l'Antiquité? Et sous quelle forme? Alors oui, c'est pas forcément le personnage qui va apparaître le plus dans les textes. On va surtout la retrouver du côté de la peinture, à partir de la fin du Moyen-Âge, à la Renaissance, beaucoup le rapt d'Hélène, c'est un thème... Alors, après, quand on parle du rapt d'Hélène, c'est par Paris, pas celui de Thésée, qu'on a un peu oublié des fois. Beaucoup de tableaux... de cet événement, et une tendance aussi à appeler Hélène toute belle femme. Donc il y a des tableaux avec des femmes qui sont considérées comme belles à l'époque de la peinture, mais qui ont aussi des apparats, des belles robes, des bijoux, quelque chose de noble, et on a pu nommer ces tableaux a posteriori comme des représentations d'Hélène.
Donc Hélène reste vraiment associée à la beauté. Et on va la trouver en poésie. Mais c'est pas des poèmes qui vont être écrits sur Hélène, ça va plus être, on parle d'une femme, et parmi les compliments qu'on peut lui faire, c'est de dire qu'elle est comme Hélène, belle. Elle devient un épithète pour la beauté ou pour des femmes belles. C'est ça, ouais. En fait, dans la peinture, on représente vraiment son enlèvement par Paris. Pas d'autres épisodes particuliers, c'est cet épisode qu'on retient de tous les textes. C'est celui qu'on retrouve le plus. Okay. Oui. L'enlèvement, donc c'est aussi intéressant parce que c'est vraiment un des moments où elle est probablement la plus passive et c'est toujours présenté pour le coup comme un enlèvement. Elle décide pas de le suivre dans ces représentations-là. Après, les enlèvements de femmes, c'est de toute façon un thème dans la peinture de la Renaissance qu'on aime beaucoup. Oui, on peut pas se balader dans un musée sans voir des enlèvements partout. C'est pas toujours Hélène, mais donc, comme il y a dans l'histoire d'Hélène un épisode d'enlèvement, c'est aussi pratique à ce moment-là, quoi. Je veux dire, on a l'enlèvement des Sabines, l'enlèvement d'Hélène, parmi d'autres. Toi, tu es spécialisée donc sur la réception d'Hélène dans les arts, dans le spectacle vivant, donc notamment théâtre, danse, scène. Quel est l'intérêt, à tes yeux, de se pencher sur la question d'Hélène dans le cinéma et dans le théâtre ? Alors, en fait, moi, je suis pas spécialiste d'Hélène en particulier, mais plus des adaptations dans les arts de la scène et un petit peu au cinéma, dans la culture populaire, des épopées homériques. Et parmi celles qui sont les plus intéressantes, je trouve, c'est celles sur Hélène. Donc c'est pour ça que j'ai développé un petit peu dans cette direction, parce qu'en fait, Hélène, il y a quand même quelque chose qui est très injuste, je trouve, dans sa réception, parce qu'elle est très complexe chez Homère, et cette complexité, elle a vraiment disparu au fil des siècles. On l'a un petit peu oubliée, et là, depuis la fin du XXe siècle, encore plus là depuis ces 15 dernières années, il y a plein de phénomènes de réécriture, d'adaptation de personnages féminins antiques par des féministes, ou avec des points de vue féministes, ou qui tendent vers des points de vue féministes, et c'est super intéressant. Et en fait, Hélène, elle fait pas partie de ces personnages qui sont repris, et encore moins par des artistes femmes. Et donc moi, je me suis vraiment questionnée, mais pourquoi est-ce que, Circé, Médée et Cube, elles sont en train de revenir, on arrive à s'en emparer, on se reconnaît dedans, on en dit quelque chose, et pourquoi pas Hélène ? Et alors, pourquoi pas Hélène ? Parce qu'elle a été réduite à la beauté et que ça nous intéresse pas ? Non, je pense que c'est pas aussi simple que ça, parce que justement, si c'était que ça, si elle avait juste été réduite à la beauté, en fait, comme d'autres, on lui donnerait une voix. On lui dirait, bon ben voilà, Hélène raconte enfin la guerre de son point de vue, et c'est parfois le cas. Mais sauf qu'en fait, elle le fait déjà presque, puisqu'elle parle déjà dans l'Iliade, puisqu'elle raconte déjà, et dans l'Odyssée. Et donc c'est plutôt cette complexité, on sait pas trop par quel bout la prendre, Hélène, parce qu'elle est tellement complexe, on l'a affadie, mais si on revient à quelque chose, aux premières sources, c'est déjà très compliqué, elle parle déjà, contrairement aux autres personnages féminins, mais donc qu'est-ce qu'on va lui faire dire aujourd'hui ? Est-ce qu'on doit trancher ? Coupable, victime, les deux, mais dans ce cas, est-ce que ça sert vraiment une cause féministe de dire bah oui, moi, ça me pose pas de problème que des peuples disparaissent pour moi ? Elle pose des questions comme ça, et je pense que peut-être il y a une forme de méfiance envers Hélène. Oui, donc intéressant de voir aussi que c'est moins facile parce qu'elle parle dans l'Antiquité quand les autres que tu peux évoquer, les Circé, les Médée, on a peut-être plus de trous, ou en fait il y a des blancs à combler peut-être. C'est ça. Elle a pas forcément beaucoup de... Enfin, elle prend déjà une voix dans l'Antiquité. Ouais. Elle prend une voix, et une voix qui se contredit. Ouais. Elle est déjà complexe. Qui demande de trancher. Ouais. Alors, toi tu as notamment étudié les réceptions d'Hélène dans le cinéma. Que devient Hélène dans le cinéma, et notamment le cinéma récent ? Hélène fait partie des personnages féminins qu'on retrouve le plus dans les péplums, donc dans les films sur l'Antiquité. Et c'est lié au fait qu'elle est belle. Je veux dire, c'est très tentant au cinéma de mettre une belle femme. Bah oui, Hélène, pas besoin qu'elle parle, elle est là, elle est belle, donc elle passe très bien à l'écran. Et le cinéma a, depuis le début de son histoire, un lien très fort avec Homère, avec le mythe de Troie en général. Un des premiers films, tout petit court-métrage en noir et blanc, muet, qui date de 1902, c'est Le Jugement de Paris. Donc c'est Paris qui doit déterminer laquelle des trois déesses est la plus belle. Donc le film est vraiment très court, quelques minutes, 3 femmes nues, les déesses, et Paris qui doit donner la pomme d'or à la plus belle. Donc il y a déjà cette histoire du cinéma avec la beauté. Et donc Hélène revient dans plein de films. Alors 1902 elle y est pas, mais c'est quand même le début de son histoire finalement, cet épisode de la pomme d'or.
Mais en 1927, elle est dans un film, et ensuite, comme ça, dans le cinéma européen, des années 20 à 2018, Hélène est à l'écran. Donc c'est un personnage que les réalisateurs aiment bien. Mais vraiment que les réalisateurs. Jamais de femme qui a réalisé un film avec Hélène. Bon, significatif. Je pense que c'est bien de le dire quand même. Après, souvent, dans ce cinéma-là, Hélène, c'est cette très belle femme trophée qu'on met dans un coin. Parfois, on en rit. Il y a des comédies aussi avec Hélène, et là, c'est un peu la bourgeoise qui s'ennuie et qui prend un amant. Voilà. C'est une des versions d'Hélène au XXe siècle, c'est ça. Et je sais même plus quelle était la question. C'était vraiment ce qu'elle devient dans le cinéma. Donc en fait, ce que tu dis, c'est que déjà, elle est belle. C'est la première chose. D'ailleurs, elle est jouée par des actrices qui... Elle est toujours jouée par des actrices qui correspondent tout à fait au canon de beauté de l'époque du film. Exactement. Des femmes qui ont été mannequins, vraiment belles femmes. Dans le film 3, c'est donc Diane Kruger qui était effectivement mannequin avant, ou alors ce sont des actrices qui font aussi des couvertures de magazines, disons. Oui, là tu parles de Rosanna Podesta. Ouais. Probablement, oui. C'est ça, elle joue Hélène en 56. Et 10 ans après, elle fait la couverture de Playboy dans un des costumes d'Hélène. Exactement, ce qui est très significatif du regard des hommes sur Hélène, quand même. N'est-ce pas? Donc voilà, Hélène est belle dans ce film. Est-ce qu'on garde cette complexité qu'elle a dans l'Antiquité? Là encore, quid de sa personnalité? Très souvent, elle n'a pas de personnalité. Super. Un des films les plus connus où Hélène est dedans, c'est 3 de Wolfgang Petersen, qui date de 2004. Donc c'est celui Achille est joué par Brad Pitt, Hélène par Diane Kruger, et Paris c'est Orlando Bloom. Waouh. Le gratin d'Hollywood. Et donc dans cette version-là, Hélène, elle est d'une fadeur. C'est vraiment une poupée Barbie qui va parler 2 fois pour se plaindre et dire à Paris « Non, s'il te plaît, pas de meurtre, pas pour moi », et qui se termine toujours avec une scène de nu et de sexe. Donc vraiment, c'est un personnage prétexte, qui parle à peine, qu'on ne voit que dans les chambres, sur des lits, avec des robes transparentes. Pas très intéressant. Ouais, donc là où dans l'épopée homérique, elle était justement sur les remparts en train de parler à des hommes, des guerriers, là elle revient, comme les autres femmes finalement des textes antiques, dans la chambre, dans l'espace domestique. C'est ça. Et en plus de ça, c'est un sexe symbole, ce qui rajoute des scènes de... Est-ce qu'elle est nue dans les textes antiques, ou est-ce que ça c'est un ajout des réalisateurs? C'est tout à fait un ajout des réalisateurs. Alors, non, dans l'Iliade, à un moment, elle est nue, parce qu'il y a une scène d'amour avec Paris. En tout cas, elle porte pas forcément des robes transparentes, et elle est pas en train de... On parle jamais de ces robes transparentes. Enfin, on parle de la transparence des robes de personne. Donc elle a une personnalité fade. Quel est le regard? Tu pointais le fait que donc on a que des réalisateurs hommes qui ont réalisé ces films où apparaît Hélène. Quel regard porte-t-il sur ce personnage? Comment est-ce que, donc en dehors de la beauté, comment est-ce qu'il la présente, la transforme? Qu'est-ce qu'elle devient sous leur regard? Alors, pour finir sur 3, peut-être, très clairement, Hélène est fade, mais c'est aussi parce qu'elle est considérée comme un personnage secondaire. Enfin, l'enjeu, c'est vraiment de suivre Achille contre Hector, et voilà. Après, tout le reste, la raison de la guerre, on s'en fiche un petit peu, et c'est aussi pour ça, je pense, qu'Hélène, elle est beaucoup mise de côté. Elle permet juste d'avoir une espèce d'histoire d'amour, et ça permet de faire cette chose très hollywoodienne. S'il y a un héros, s'il y a un personnage masculin, pour qu'il soit rendu un petit peu humain, un petit peu sensible, il faut qu'il y ait un personnage féminin. Et donc, on a 2 couples dans 3, c'est Achille et Briséis, son esclave, sa femme, une espèce de flou comme ça, c'est pour le rendre humain, et donc en miroir, on va avoir Paris et Hélène. Donc c'est déjà le couple secondaire finalement, Paris et Hélène, et c'est vraiment, voilà, il nous fallait un personnage féminin, aucune agentivité, aucune personnalité, c'est vraiment juste une case qui est cochée. Il y a d'autres films qui vont mettre Hélène un petit peu plus au centre. Donc il y a un film qui date presque de la même année, c'est un téléfilm qui s'appelle Hélène de Troie. Donc avec un titre pareil, on se dit qu'Hélène est bien au centre, de John Kent Harrison. Et donc là, le téléfilm reprend vraiment toute la vie d'Hélène. Enfin, à partir de l'adolescence, à partir de l'enlèvement par Thésée, jusqu'à la fin de la guerre, donc avec de grandes libertés prises par rapport au mythe, mais on sent une volonté de raconter l'histoire d'Hélène, de la présenter comme un personnage complexe. On sent bien que c'est ce que veut faire le réalisateur, mais ça ne fonctionne pas. Alors pourquoi ça marche pas?
Alors déjà, le choix de l'actrice. Donc c'est aussi une actrice allemande. Sienna Guillory. Oui, c'est ça. Donc elle est blonde, elle est très belle, elle a été mannequin. Voilà. La beauté en 2003, pas de problème. Elle a presque 30 ans au moment du tournage. Mais le film commence avec donc l'enlèvement par Thésée, donc quand elle est enfant. Oui, du coup, ça ne montre pas du tout le geste pédophile de Thésée. C'est ça, en fait, dans ce film, donc Thésée l'enlève et lui dit « Quand tu seras grande, je me marierai avec toi ». Horrible. Et vraiment, ça correspond pas du tout à ce qu'on voit. Nous, on voit une femme adulte, en plus avec la robe déchirée. Donc une femme adulte dénudée, très clairement présentée comme désirable. Et après, on nous dit qu'elle est trop jeune pour se marier. Et donc ça crée forcément quelque chose. Ça veut dire qu'on est invité à éprouver du désir pour quelqu'un qu'on nous montre comme un enfant, mais qui a un corps d'adulte. Et ça justifie, en fait, cet enlèvement pédophile par Thésée. Donc là, c'est là où ça fonctionne pas. On sent bien quelle est l'envie du réalisateur, mais les outils, les plans, tout ce qu'il crée à l'image, c'est l'inverse. C'est vraiment l'objectivation, la justification des actes des hommes. Pareil, un peu plus tard, quand ses frères vont la sauver, il meurt. Donc elle pleure sur la mort de son frère, en arrière-plan, vraiment, elle est habillée en noir. Alors elle est habillée en noir, mais c'est transparent. Bah oui, quand même. Faut rester sexy dans le deuil, enfin. Voilà, donc il y a toujours on voit quand même toujours son corps, sa silhouette sous les voiles noirs, et les rois grecs la regardent, c'est vraiment une scène très sordide. C'est fait pour être sordide, dans une certaine mesure, hein. On les voit comme des porcs, en train de boire, de manger, de rigoler à 2 pas d'Hélène en deuil sur le corps de son frère. Donc eux, vraiment aucun respect pour la vie, pour la mort. Et ils jouent au dé qui va se marier avec Hélène. En la regardant de loin, comme ça, plein d'envie, plein de désir. Sauf que nous, quand on les voit, alors on a envie d'être dégoûtés, on l'est, mais en même temps, on voit cette Hélène, tout en voile noir, silhouette bien découpée, avec la lumière, juste vulnérable comme il faut pour qu'on ait envie d'aller la sauver. Donc non, en fait, la concupiscence des rois grecs, elle est justifiée, on est presque invité à la ressentir aussi quand on est spectateur et spectatrice. Ouais, donc là aussi, intention mal réalisée peut-être. Bah c'est ça, là on est en plein dans ce qu'on appelle le male gaze. C'est-à-dire que la caméra, c'est vraiment cet œil masculin qui va justifier des actions violentes contre les femmes derrière. Oui, justement, j'allais te demander de définir, mais donc ça c'est la définition que tu peux en donner en tout cas du male gaze au cinéma. Oui, le male gaze, c'est la caméra, c'est l'œil d'un homme. Et on va nous présenter donc des corps féminins d'un point de vue d'homme, avec du désir, et avec aussi une objectivation et souvent un découpage du corps. Et le fait effectivement de porter un regard érotisant là où une femme serait que dans ce contexte-là, elle ne l'est pas du tout. En fait, même l'intérêt du cinéma, c'est que si t'as envie de la mettre en robe transparente pour pleurer son frère, pourquoi pas? Mais il y a une façon de filmer. On va pas forcément faire ce cadre-là où on la voit tout le temps comme un objet désirable. On va pouvoir la montrer différemment, avec d'autres plans, faire d'autres montages. C'est aussi ça, c'est pas uniquement la façon dont on va l'habiller. Parce que finalement, mettre Hélène toujours en robe transparente, même en période de deuil, ça peut aussi être là pour nous dire « Mais regardez ce qu'on l'a fait, on la laisse même pas pleurer tranquille, on l'oblige à se dévoiler, c'est une violence faite contre elle. » Ça pourrait tout à fait nous dire ça. Oui, c'est vrai. Mais dans ce cas, il faut le filmer différemment. Donc c'est aussi dans la façon dont c'est filmé. C'est ça. Ouais. Quand on dit que c'est l'œil du réalisateur, la caméra, c'est aussi sur où est-ce qu'on va la placer, comment on va zoomer, comment on va faire le montage derrière. Est-ce que tu as justement d'autres exemples notables, ou toi qui t'ont marqué, de manifestations d'un male gaze sur Hélène au cinéma? Alors, toujours dans ce téléfilm de Harrison, il y a un passage que je trouve très intéressant parce que là, il y a un contresens aussi très clair avec la volonté du réalisateur. Pendant la guerre, Hélène est sur les remparts. Ah, quand même. Vraiment, non, mais en fait, il y a vraiment une volonté de rendre justice à Hélène, et c'est pour ça aussi que c'est dommage que ça rate à ce point. Donc Hélène est sur les remparts, Ménélas se bat juste en dessous, et là, tout d'un coup, scène de cinéma romantique habituelle, le temps s'arrête, tout est figé. Les guerriers sont à l'arrêt, le silence se fait, plus de bruit de bataille, et là, Hélène et Ménélas se regardent droit dans les yeux. Et ça pourrait être quelque chose de très fort. Est-ce qu'elle a peur? Est-ce qu'il y a quand même de l'amour? Est-ce que c'est une scène de reconnaissance? Mais finalement, en fait, qu'est-ce qui se passe? On retrouve Hélène en objet de conquête.
C'est, encore une fois, c'est cette médaille d'or posée en haut, qu'on vise, qu'on regarde, mais qui est totalement objectifiée, et finalement, ça ne nous apprend rien sur ce qu'Hélène va penser de Ménélas à ce moment-là. Oui, alors c'est vrai qu'on pourrait dire que c'est une situation très intéressante de se poser la question de ce qu'elle ressent quand elle voit son ancien mari sur le champ de bataille. Ouais. Oui, en plus, dans cette version, elle ne l'aime pas, elle éprouve que du dégoût pour lui, il est extrêmement violent. Le jour de leur mariage, dans ce film-là, il l'oblige à marcher nu sur un podium devant tous les invités du mariage. Quel enfer. Donc il est vraiment présenté comme le méchant. Il y a aucun doute là-dessus. Les Grecs sont les méchants dans ce téléfilm-là. Hélène est une victime. Mais en fait, une victime qui va bien rester une victime, puisqu'on va toujours la voir comme ça. Est-ce qu'on a d'autres œuvres cinématographiques qui disent quelque chose d'Hélène de remarquable ou à l'inverse de dérangeant? Oui, en fait, il y a un autre film qui s'appelle aussi Hélène de Troie, mais c'est celui qui date de 56. Donc plus vieux, on pourrait penser donc moins intéressant sur les personnages féminins, et en fait non, qui est très intéressant. Donc c'est réalisé par Robert Wise, donc c'est elle l'actrice qui ensuite fait la une de Playboy, mais en fait dans le film le personnage d'Hélène est beaucoup plus complexe et intéressant, et surtout parce que c'est une femme de pouvoir. Pas juste une belle femme, c'est une reine. On la voit à plusieurs reprises donner des ordres à des gens, être dans la salle du trône, parler avec des rois. C'est Paris, là, dans ce film-là, qui est un peu le niais de service, qui dit « Oh là là, on s'aime, on n'a qu'à s'enfuir ». Et Hélène dit « Alors, en fait, d'accord, on va s'enfuir, mais on s'enfuit parce que sinon, mon mari va te tuer et que je n'ai pas envie que tu meurs. Par contre, attention, quand on va arriver à Troie, ça va être la guerre. Donc il va falloir, faut pas aller se cacher dans sa chambre, on va devoir prendre des décisions, on va devoir nourrir le peuple de Troie. Enfin, vraiment, c'est une femme de caractère, c'est une femme tout à fait responsable, tout à fait consciente des enjeux politiques. Donc là, vraiment, ça fait plaisir de voir cette Hélène. Ouais, ça fait plaisir, surtout pour les années 50, effectivement. Mais oui. Ouais, non seulement elle a une agentivité, et en plus, elle a toujours cette conscience politique et militaire. Oui. Ouais. Elle part de son plein gré dans son histoire d'amour au lieu de se faire enlever, et elle a la conscience politique en plus. Et elle gagne le respect du peuple troyen. Il y a une scène où vraiment, quand Hélène apparaît sur les remparts de Troie, tous les Troyens crient « Hélène de Troie ». C'est le peuple troyen qui la renomme, parce qu'ils l'ont acceptée, parce qu'elle est devenue leur reine, il y a aucun problème avec ça. Après, ça empêche pas, hein, dans ce film, il y a aussi des passages, voilà, où elle est aussi en robe transparente, on va la voir nue. C'est aussi une belle femme, faut pas non plus réécrire l'histoire, hein, le film reste un film empreint de sexisme, etc. Mais il y a des pistes très intéressantes, et Hélène n'est pas que ça. Est-ce qu'on a d'autres exemples positifs après avoir parlé du male gaze, est-ce qu'on a des exemples positifs d'images d'Hélène portées au cinéma en dehors de ce film des années 50? Alors c'est pas du cinéma, mais c'est une série de la BBC qui est sur Netflix. Donc c'est Troie, la chute d'une cité. C'est une série qui date de 2018. Je pense que c'est la dernière version cinéma ou série dans laquelle apparaît Hélène, qui est plus dans la même veine que ce film de 56. Donc Hélène fait vraiment partie des personnages principaux de la série. On la voit dans tous les épisodes et elle est très intéressante. C'est une femme de caractère qui prend des décisions. Hein, je veux dire, quand elle arrive à Troie, elle va voir Priam et Hécube, elle leur dit je suis là par choix. Ok, c'est vous qui allez décider de mon sort, mais sachez que j'ai pris la décision de venir, que je l'assume, et quand vous déciderez de si vous me renvoyez chez les Grecs ou pas, rappelez-vous que je suis une personne, pas un objet. Et c'est très novateur, dis donc. Ah bah très. Ouais, non, c'est vrai. Et voilà, donc dans toute la série, elle est forte, on la voit souvent seule aussi, hein, on la voit parler avec des espions, faire des complots, donc on redécale un petit peu la notion de culpabilité. Elle est quand même coupable de certaines choses, elle trahit sans le faire exprès, on sait pas trop, mais voilà, c'est déplacé sur un échiquier politique. Donc c'est intéressant, c'est un vrai personnage. C'est pas un prétexte à la guerre, c'est pas une belle chose qu'on met dans un coin. Oui, c'est déjà un progrès énorme pour la représentation d'Hélène. Oui, et pour une fois, c'est pas une actrice blonde. Et ça, mais non, mais il faut le dire, ça fait longtemps, ça fait plaisir. C'est vrai qu'on l'a pas évoqué, mais est-ce qu'on a des représentations d'Hélène dans l'Antiquité, et surtout, est-ce qu'elle était blonde? En fait, ce qui est dit, c'est qu'elle a les cheveux d'or, pareil à Aphrodite. Cheveux d'or. Okay. Donc nous, on le traduit par... oui, effectivement, on se dit cheveux d'or, c'est blond, mais en fait, est-ce que cheveux d'or, c'est pas aussi les cheveux soyeux qui brillent au soleil avec des reflets? Nous, aujourd'hui, or, blond, mais c'est pas sûr non plus que ça soit aussi clair.
Et les principales descriptions d'Hélène qu'on a dans l'Antiquité, c'est qu'elle est pareille à Aphrodite. Alors, c'est quand même flou, puisqu'Aphrodite est une déesse, c'est difficile de la représenter, et de toute façon, il y a aussi les épithètes pour qualifier les personnages féminins sont un petit peu toujours les mêmes. Donc pareil à Aphrodite, au bras blanc, mais ça, au bras blanc, presque toutes les femmes à un moment sont au bras blanc, les déesses sont qualifiées comme ça aussi. On imagine bien que dans la Grèce du 8e siècle avant notre ère, blanc ça veut pas dire la même chose que nous aujourd'hui quand on va parler de bras blancs. Donc on est sur un autre rapport aux couleurs, donc c'est difficile de se faire un portrait très clair. Aujourd'hui, on n'est pas sur les mêmes imaginaires. Bon, en tout cas, le choix des réalisateurs était guidé par les idéaux de beauté de leur temps, plus que de toute façon par une fidélité à l'image antique, mais c'est vrai que c'est intéressant. En dehors du cinéma, t'as également étudié la réception d'Hélène sur les scènes de danse et de théâtre. Est-ce que là, c'est différent du cinéma, ou est-ce qu'on reproduit les mêmes traits ? C'est pas très différent du cinéma, et c'est aussi quelque chose qui est surprenant. Parce que finalement, sur la réception des personnages féminins, souvent au théâtre, c'est plus comme en littérature, on va avoir tendance plus vite à en faire des personnages de premier plan, à les faire parler. En fait, dès l'Antiquité, hein, les tragédies grecques, c'est des personnages féminins qui parlent, quoi. Donc il y a quand même cette tradition-là, mais pas dans le cas d'Hélène. Ah, c'est dommage. Enfin, en tout cas, c'est en train d'arriver, mais ça arrive un petit peu tard par rapport aux autres personnages. Et donc Hélène, on va surtout la voir dans des spectacles qui mettent en scène, qui retracent la guerre de Troie. Donc plus comme un personnage parmi d'autres, et même un personnage qui est qualifié par son absence, par le côté impossible de sa représentation. Donc là, il y a par exemple un spectacle qui date de quand ? De 2018, Ok. Qui s'appelle La guerre de Troie en moins de 2, comme moins de 2 heures. Donc, c'est une comédie qui retrace tout le mythe de la guerre de Troie. Ce sont des comédiens et des comédiennes qui jouent tout le monde. Tous les personnages sont incarnés, sont interprétés par des hommes et des femmes, sauf Hélène. Hélène, elle est jouée par personne. Hélène, c'est une poupée Barbie. Ah, oui, mais peut-être que c'est une critique. Alors oui, c'est une critique. Mais dans les faits, d'accord, c'est une critique, mais ça reste quand même une poupée Barbie. Oui, du coup, on lui donne pas de voix, malheureusement. Elle a pas de voix. Encore une fois, c'est juste un corps en plastique. C'est une icône de beauté qui est spectatrice des événements. En plus, cette petite poupée Barbie, elle est posée à côté de l'espace de jeu et elle regarde presque tout le spectacle, en fait, avec les spectateurs et spectatrices. Donc c'est symbolique, c'est très intéressant. Mais factuellement, ça reste une réduction, encore une fois, d'Hélène. Oui, ça reste une opportunité manquée de lui donner sa voix. C'est ça. Il y a d'autres spectacles, il y en a plusieurs, des assez anciens et un plus récent qui date de 2016, où Hélène, elle est associée à Marilyn Monroe. Blonde, jolie robe blanche. Voilà. Destin tragique. Destin tragique. Et c'est très intéressant aussi, bien sûr, ça participe d'une critique de cette vision superficielle d'Hélène, critique de la beauté, manipulation par les hommes, regard masculin sur le personnage. Mais il y a quand même l'envers de la critique, qui est qu'on maintient finalement ce cliché, ce stéréotype de la beauté blanche et blonde, un petit peu passive. En fait, à partir du moment où on continue d'associer le personnage à une icône, on continue de la déshumaniser. Et ça va aussi déshumaniser quelque part Marilyn Monroe qui... Bon, il y a des tentatives de réhabilitation quand même de cette femme aujourd'hui. On essaye de dire ce n'était pas que Marilyn Monroe, c'était pas juste cette image comme ça fabriquée par les studios, par les photographes. C'était une vraie personne qui a souffert et continuer aussi de se servir de son image pour parler d'Hélène de Troie qui est aussi la beauté superficielle, la cause de la guerre, etc. C'est intéressant et en même temps on sent bien qu'à un moment c'est limité. Oui, c'est vrai, et on rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur tes raisons de t'intéresser au sujet et sur le difficile discours même à l'heure féministe. C'est qu'en fait, même quand on tente de critiquer le fait qu'elle ait réduit un symbole de beauté, on continue de perpétuer ça, et que toute occasion où on montre qu'elle n'a pas de parole, c'est une occasion où on la prive de sa parole. C'est ça. Malheureusement. Ouais, et donc c'est effectivement difficile de critiquer ou de caricaturer sa réduction à la beauté sans le faire, en fait. Ouais. Ce qui est pas très grave, hein, comme, voilà, ça peut arriver, mais c'est vrai que quand il y a que ça, il manque quelque chose, quoi. On a aussi envie d'avoir peut-être d'autres représentations d'Hélène, de lui donner une voix. Ce qui existe aussi sur scène, là je pense à un spectacle qui s'appelle Opa. C'est un spectacle de danse qui date de 2017, c'est un seul en scène d'une danseuse qui joue Hélène et qui donne la version d'Hélène.
sur l'enlèvement et sur la guerre, mais qui en donne plusieurs versions. Voilà, j'étais chez moi, sur ma terrasse, puis tout d'un coup, Paris arrive, et là, elle va donner 3 versions. Donc, Paris arrive, il essaye de me draguer, je veux pas, il m'enlève. Paris arrive, je tombe amoureuse de lui, je le suis. Paris arrive, la déesse Aphrodite intervient, me rend amoureuse de lui, et on s'en va. Elle regarde le public ensuite, elle me dit quelle version on raconte, laquelle on préfère. Ah, on préfère celle où il tombe amoureux, n'est-ce pas? Parce que sinon, dans l'autre, on va devoir parler de 10 années de viol, de contraintes, d'horreur. Donc racontons l'histoire d'amour. Et je trouve que c'est très intéressant comme façon de faire. Ouais. Ça permet de trancher sans trancher. Oui, de trancher tout en donnant les raisons pour lesquelles on n'a peut-être pas tranché dans le passé. C'est ça. Ouais. Mais voilà, c'est au moins une première tentative de donner une voix, de rendre une voix complexe aussi à Hélène. Exactement, et de rendre une voix et de rendre la complexité du personnage qu'on a complètement zappé. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses qui manquent et que t'aimerais voir émerger dans les années à venir sur Hélène? Ouais, j'aimerais bien voir des représentations plus variées d'Hélène. Des représentations peut-être où on met de côté le fait qu'elle est belle en fait. Parce que y a assez de matière pour la raconter autrement, sans rester toujours bloquée sur sa beauté. C'est un élément important, mais en fait, elle a quand même vécu des choses. C'est un personnage qui pourrait tout à fait être porte-parole. Je sais pas, moi, pour parler aussi des mariages forcés, parce que finalement, c'est l'épouse de qui, Hélène? Elle a été mariée avec au moins Ménélas, Paris, peut-être Achille dans la mort. Elle est jamais tranquille. Il faut toujours qu'elle soit mariée à quelqu'un, qu'elle devienne... Donc, elle est de Sparte, elle devient de Troie. On l'arrache quand même de sa patrie. Donc, on peut en faire des choses intéressantes, je pense, en allant aussi dans ces directions. Et ça peut aussi faire écho à des réalités, des violences qui sont faites aux femmes et qui sont très réelles, toujours très actuelles, et qu'on peut aussi comprendre peut-être par ce détour-là. Avant de te poser la question peut-être de la fin, est-ce qu'il y a des choses qu'on aurait oublié d'évoquer, des éléments importants, des sources, des scènes? On n'a pas trop parlé du fait que, quand même, toute cette guerre de Troie, en fait, elle vient quand même surtout de disputes des dieux. Et en fait, Hélène, c'est un pion des hommes, mais c'est aussi avant tout un pion des divinités. C'est, je veux dire, le fait qu'Aphrodite l'ait promis à Paris en échange d'une pomme. Bon, on est quand même sur quelque chose... comme ça. Bah oui, mais c'est le cas, en fait. En fait, tout le destin de Troie, et donc celui d'Hélène aussi, qui est imbriqué, c'est juste des petites querelles mesquines entre déesses qui se disputent le titre de la plus belle. Si Troie est détruite, c'est pas parce que les Grecs sont allés récupérer Hélène, c'est parce que Héra et Athéna, pour se venger de Paris qui a choisi Aphrodite, ont décidé qu'elles allaient raser la cité de Troie. Faire disparaître la cité de Troie parce que c'était la cité préférée d'Aphrodite. Ça aussi d'ailleurs c'est un élément important, intéressant en tout cas sur la guerre de Troie qu'on raconte peut-être pas assez. Le point de vue d'Hélène qui raconte la guerre, mais aussi le point de vue des déesses qui décident de raser une ville, c'est hyper intéressant. Par pure jalousie, parce qu'elles le peuvent. Ouais. Il y a vraiment un enjeu comme ça c'est juste des petites querelles de jalousie à l'Olympe où on se dit non mais il m'a pas choisi, bon on détruit sa cité. Et Hélène se retrouve prise et Hélène, c'est ce pion déclencheur qu'on va jeter dans les bras de Paris pour justifier que les Grecs puissent détruire Troie. Et si le siège a duré 10 ans, c'est pas parce que les combattants étaient de force égale. C'est parce que les dieux et déesses se battaient entre eux et n'arrivaient pas à faire basculer un camp ou l'autre. Parce que Zeus a dit « Non mais là maintenant, on n'intervient plus. On laisse les hommes faire, sauf que... » Il y en a qui vont intervenir quand même, et puis Thétis, qui est donc la mère d'Achille, arrive à convaincre Zeus en le séduisant. En fait, Thétis promet à Zeus qu'elle couchera enfin avec lui s'il fait gagner les Grecs. Voilà, donc on est vraiment sur des petits enjeux comme ça entre divinités qui ont un impact sur la vie des hommes. Oui, donc finalement la question de la responsabilité d'Hélène est un peu déjà résolue. Bah il me semble. Les réalisateurs hollywoodiens n'ont pas à se poser la question, elle est résolue. Mais les dieux et déesses sont très souvent soit exclus, soit vraiment très marginaux. Et dans les films et au théâtre aussi, quand on raconte la guerre de Troie. Alors je finis chaque épisode de podcast en posant la question de pourquoi est-ce que tu penses que c'est important qu'on continue, ou qu'on commence d'ailleurs, à parler d'Hélène aujourd'hui. Alors dans le cas d'Hélène, c'est important parce que ça n'a pas beaucoup été fait, et que ça a souvent été fait d'une façon violente pour le personnage, et pour, je crois, en fait... les femmes en général. En fait.
Exactement. Il est temps de renverser cette chose-là, et peut-être aussi que être cette belle femme désirée, c'est potentiellement une forme aussi de pouvoir, dont on peut aussi s'emparer, avoir des modèles féminins complexes, ambigus. On n'est pas obligé d'avoir des personnages féminins magnifiques moralement. Des modèles, non, bah oui, il y a aussi des modèles de femmes méchantes, rusées, qui causent des guerres, pourquoi pas. C'est important, il n'y a pas que les hommes qui ont ce pouvoir-là. Donc, je pense que c'est bien de continuer aussi avec Hélène, qui contient un petit peu toutes ces contradictions, toutes ces choses qu'on peut développer. Parfait, et bah c'est génial, merci beaucoup pour cet épisode, c'était passionnant. Merci à toi. Vous venez d'écouter un épisode de La nymphe et la sorcière, le podcast où les expertes d'aujourd'hui racontent les héroïnes d'hier. Je m'appelle Servane Ardouin-Delorme et vous pouvez me retrouver à la réalisation, à l'écriture et au montage de cet épisode. La musique que vous entendez au générique a été créée par Mathilde Desanges, les recherches documentaires ont été effectuées par Laetitia Port-Louis et les illustrations réalisées par Morwena Descotes, alias le Palais des Courants d'Air sur YouTube. Une sacrée team de dames dans le podcast comme dans la vraie vie que je remercie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur la plateforme où vous nous écoutez, à nous mettre des petits pouces, des likes, voire des commentaires que nous lisons toujours avec bonheur. Enfin, vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur Instagram ou sur YouTube @la nymphe et la sorcière. Merci pour votre écoute et à très bientôt.